Donc, bienvenue à cette quatrième table ronde du relais réenseigné, une activité qui est co-organisée par le LIREL et le CRILC et qui est rendue possible notamment grâce au soutien financier du Fonds de recherche du Québec en société et culture. Je tiens d'entrée de jeu à remercier Leila Arabe du CRILC ainsi que Annie Tanguay du CRILC qui sont là pour le soutien technique et ma collègue Liette Bergeron ici présente qui m'a aidé à installer la salle tout à l'heure et à m'accompagner pour le soutien technique, justement. Ce qui nous intéresse lors des relais réenseignés, si jamais c'est votre première expérience, ben en fait, c'est la lecture qu'on peut faire d'une œuvre, qu'elle soit récente ou non, mais donc la lecture qu'on peut faire avec notre regard contemporain et aussi les approches. Le LIREL, on est un groupe d'enseignants collégial, donc les approches qu'on peut mettre de l'avant dans nos cours pour favoriser une plongée dans l'œuvre qui soit à la fois stimulante, formatrice et enrichissante pour les étudiants et étudiantes. Donc, après un relais réenseigné Refus global, relais réenseigné la poésie Innu, puis le théâtre contemporain. Aujourd'hui, c'est une discussion autour des cantouks de Gérald de Godin qu'on vous propose. Sans plus tarder, je vais vous présenter les deux invités avec qui j'aurai le plaisir et la chance de m'entretenir. D'abord, à mes côtés, Pierre-Luc Bégin, né en 1979 à Québec, détenteur d'un baccalauréat et d'une maîtrise en littérature française et québécoise et d'un diplôme de deuxième cycle universitaire en sciences de l'éducation. Il enseigne la littérature, le français et la communication au Cégep de Drummondville depuis près de 20 ans. Parallèlement, il dirige les éditions du Québécois depuis leur fondation en 2003, maison d'édition à but non lucratif consacrée à la question nationale, à l'histoire et à la culture québécoise. Les éditions du Québécois ont publié près de 70 titres de plusieurs auteurs, parmi lesquels Pierre Falardeau, Raoul Duguay, Claude Jasmin, Raymond Lévesque, Denis Monnière, Léandre Bergeron et bien d'autres. À titre d'auteur, Pierre-Luc a aussi publié quelques essais, dont un recueil d'entretiens avec Pierre Falardeau. Je te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup, merci. Nous avons aussi avec nous Jean-François, Jonathan Livernois, professeur titulaire au département de littérature, théâtre et cinéma de l'Université Laval. Il est spécialiste de l'histoire intellectuelle et littéraire du Québec. En 2024, il a été nommé membre du Collège de la Société royale du Canada à titre de chef de file en milieu de carrière. En 2023, il a fait paraître Godin, que j'ai ici, je ne sais plus où montrer. Vous avez sans doute déjà vu passer le livre de toute manière. Donc, il fait paraître Godin, une biographie du député poète chez Lux Éditeur, pour laquelle il s'est mérité en 2024 le prix Jean-Étier Blais, le prix de la présidence de l'Assemblée nationale, ainsi que le prix littéraire de la Ville de Québec dans la catégorie Essai. Soulignons qu'il avait également remporté ces deux derniers prix, soit celui de la présidence de l'Assemblée nationale et de la Ville de Québec en 2022 pour son essai Entre deux feux, parlementarisme et lettres au Québec de 1763 à 1936. Il prépare présentement une étude sur les rapports entre politique et littérature au Québec pendant la Révolution tranquille. Merci d'être avec nous, Jonathan, et bienvenue. Pour ma part, je vais animer et participer aussi à la discussion. Donc, j'enseigne la littérature au Cégep de Sherbrooke et je fais partie de l'équipe du LIREL depuis quelques années déjà. À la maîtrise, je me suis intéressée à la question de l'engagement dans les chansons du groupe Locolocas. Puis au doctorat, j'ai retracé l'histoire de la chanson québécoise sous l'angle de l'imaginaire de la pauvreté. L'an dernier, j'ai choisi d'intégrer les cantouks dans mon corpus de littérature québécoise pour des raisons qui ne sont pas étrangères à mes projets de recherche antérieurs, notamment pour le caractère engagé du recueil et pour la place qu'il accorde à des êtres dont la voix est parfois peu entendue dans le discours dominant. Donc, la discussion va durer environ 1 heure. Ça va être un entretien. On s'est entendus tous les trois pour que ce soit une discussion, un échange avant tout convivial, mais aussi sans que chaque personne prenne un tour de parole d'une vingtaine de minutes. Là, on va vraiment échanger sur différentes questions et on va se garder environ 20 minutes à la fin pour une période de questions du public ou d'échange, si vous avez déjà enseigné, vous aussi, les cantouks de Godin, soit un poème ou tout le recueil, et que vous avez envie de partager vos bons coups, ben, on va être heureux de vous entendre.
Alors, sans plus tarder, on peut commencer par une première question qui serait celle-ci. Pourquoi Godin? Pourquoi les Cantouks? Pourquoi avoir organisé un relire et enseigner les Cantouks? Euh, je vais lancer quelques pistes, puis après ça, je veux vous entendre, Jonathan et Pierre-Luc. Bon, pourquoi les Cantouks? Je pense que présentement, l'actualité ne fait que nous confirmer qu'on a besoin de modèles politiques inspirants. Euh, donc, peut-être que Godin en est un, on saura en discuter. Aussi, on ne se cachera pas qu'on est dans une société polarisée, donc ça peut être intéressant de voir un être profondément engagé avec des valeurs qui lui tiennent à cœur, mais qui cherche toujours pas à se camper nécessairement d'un côté ou de l'autre, qui quand même qui demeure ouvert, du moins c'est ce qu'il dit. Il veut pas se camper dans une idéologie, donc ça peut être intéressant d'avoir ce modèle-là qu'est Godin. On est aussi 45 ans et 30 ans après les deux référendums sur la souveraineté. C'est cette année qu'on célèbre ces anniversaires-là. Donc, ça peut être bon de se demander quelle résonance la poésie de Godin peut avoir sur la poésie nationaliste de Godin, quelle résonance elle peut avoir dans nos cours ou quelle résonance elle peut ne pas avoir dans nos cours si on a expérimenté tout ça. Maintenant, je lancerai la question à vous, Jonathan et Pierre-Luc. Qu'est-ce qui vous a amené à la poésie de Godin d'abord, peut-être dans un premier temps, personnellement, avant de parler de pourquoi l'enseigner en classe, là, mais personnellement, qu'est-ce qui vous a amené à cette poésie-là? Ben, OK, je vais y aller. Ben, c'est l'influence de Pierre Falardeau qui, vraiment, pour moi, a été ben, un mentor, mais avant même que je le connaisse, en lisant ses écrits, ça a été vraiment une découverte de toutes sortes de références en matière de culture québécoise. En fait, plus précisément, pour faire une histoire courte avec ça, lorsque j'étais adolescent, j'avais peut-être 15 ans, quand j'ai lu le premier recueil de textes de Pierre Falardeau, La liberté n'est pas une marque de yoga, j'ai découvert un paquet de noms liés à la culture québécoise que je connaissais pas, les Pierre Perrault, les Gilles Groux, etc., Miron. Et parmi ces gens-là que citait Falardeau, ben, il y avait Godin. Puis j'ai donc eu la curiosité d'aller lire sur Parti pris, d'aller lire sur Godin, puis tout de suite, ça m'a plu. Là. Donc, ça, c'est vraiment parti de là, de l'influence des écrits de Falardeau. Mhm. Jonathan? Oui, ben, ça. Le sentiment, en fait, la poésie, je l'ai découverte plus tard. Hein. Au fond, c'est plus le personnage de Godin que j'ai connu au départ. Beaucoup, je le rappelle souvent quand je parle un peu de la bio, mais essentiellement, c'est un film qui a été consacré à Godin et Pauline Julien en 1987-88 de l'ONF, qui s'appelait Québec un peu, beaucoup passionnément, là, qui a été une espèce de réveil nationaliste chez moi. Là. Le film n'était pas sans défaut d'ailleurs. Là. C'était un peu une montée téléologique vers l'indépendance, puis la figure de Godin, puis celle de Julien accompagnait cette espèce de mouvement-là. Mais n'empêche, tu sais, j'ai découvert un personnage qui m'a beaucoup plu. Il est toujours resté présent dans mon esprit. Étant donné que j'étais surtout historien au départ, puis j'ai fait de la littérature par la suite, c'est bon, vraiment, je le répète, sur le tard que j'ai découvert cette poésie-là. Un peu d'ailleurs, c'est drôle parce que quand j'ai fait ma thèse sur Pierre Vadeboncoeur, Vadeboncoeur m'avait dit connaître évidemment depuis longtemps Godin comme journaliste, comme militant. Et lui aussi avait découvert un peu tard sa poésie. Puis c'est vraiment avec le recueil, évidemment, les cantos, évidemment, là, que j'ai embarqué, mais ça, c'est beaucoup plus tard, au fond, que... voilà. Mais donc, c'est une découverte de l'homme avant la poésie. Intéressant. Je reviendrai tout à l'heure en classe. J'ai fait l'expérience entre les deux, tu sais, entre présenter l'homme Mm. d'abord ou la poésie. Donc, on pourra y revenir. Et maintenant, qu'est-ce qui vous donne envie de l'enseigner? Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'enseigner, soit sur le plan formel, linguistique, thématique, socio-historique, politique? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous vous êtes dit, ouais, je l'intègre à mon corpus? Ben, si je peux y aller spontanément, moi, je trouve que, en tout cas, un de mes premiers objectifs que je me donne en enseignement, c'est que les œuvres que je donne à lire à mes étudiants et à travailler ne les laissent pas indifférents. Donc, je me demande tout le temps, qu'est-ce qui pourrait venir bousculer un peu mes étudiants, dans un sens ou dans l'autre, soit que je me dis, ils vont aimer, soit que je me dis, ils vont être un peu peut-être provoqués, choqués, ils vont réfléchir. Bref, je pense que l'indifférence de nos étudiants par rapport à ce qu'on leur présente, c'est la pire chose qui peut arriver. Puis, ben, je pense que Godin
avec son langage, avec son propos, ben, a cette force-là qui permet d'aller toucher les étudiants, puis on pourra peut-être développer là-dessus plus tard, parce que ça a assez bien fonctionné, mon enseignement de Godin. Je pense que j'ai réussi à aller chercher les étudiants, puis c'est ça, mon but à la base, c'était de les bousculer un peu, puis de rompre le mur de l'indifférence pour qu'ils soient interpellés par cette œuvre-là, puis qu'ensuite qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, ben là, c'est une question de goût, mais qu'ils réussissent à embarquer dans l'œuvre pour la comprendre, pour l'analyser. Tout d'abord, c'est ça, en brisant le mur de l'indifférence qu'il peut peut-être y avoir au départ. Mhm. Ben, si je peux me permettre, il y a deux contextes. Il y a d'abord un cours que je donne depuis plusieurs années, qui est l'introduction à la littérature québécoise, qui est un cours de première année. Euh, pour la période, donc des années 60, j'hésite toujours. Ben, en fait, j'alterne entre Godin, Miron, mais j'ai effectivement une affection particulière pour les Cantucs parce qu'il y a là effectivement un moment clé du joual au Québec. Il me semble qu'on a atteint là un certain degré, je dirais presque de perfection. Alors on pourra discuter d'ailleurs tantôt de la valeur générale de la poésie de Godin, mais en tout cas pour les Cantucs, il y a un moment clé, quelque chose qui se passe. Et pour moi, c'est important, et un peu comme Pierre-Luc, l'idée c'est de faire réagir. Euh, on aura l'occasion d'en discuter, mais la réaction n'est peut-être pas celle à laquelle je m'attendais, mais bon, on verra. Euh, Évidemment, le contexte, toute la question de l'aliénation, donc ça s'enseigne très, très bien dans un contexte de cours d'introduction à la littérature québécoise. Dans un autre contexte où je l'ai enseigné, c'est un cours d'engagement littéraire, donc c'est un cours de deuxième, troisième année au bac. Et là aussi, mais bon, c'est un peu différent. Donc, j'essaie de mettre de l'avant l'engagement. Qu'est-ce que Godin essaie de dire par la poésie? Comment ça se lie ou pas avec la politique? Donc, on essaie de voir un peu la représentation aussi du poète en politique. Donc, il y a vraiment beaucoup de pans que je peux couvrir avec l'œuvre de Godin, mais il est clair pour moi que 1966-67, c'est un moment charnière et puis cette œuvre-là l'incarne bien. Enfin, pour donc un cours d'introduction et aussi, bien sûr, pour un cours sur l'engagement. Mm. Puis quand j'ai commencé, moi, à l'enseigner au Cégep, à l'université, je donnais un cours, une charge de cours qui était littérature, culture et société. Donc, c'était l'endroit tout indiqué pour enseigner Godin. Euh, mais les étudiants réagissaient plus ou moins, ou en tout cas, ils ne se sentaient pas interpellés. Là, je réalisais qu'il y a quand même une espèce de carcasse à défaire, là. Je veux dire, il y a un mur qui le rencontre. Même à l'université, les étudiants devaient vraiment faire un effort grand. Puis, bon, il n'avait pas été fait cette fois-là, là, on va dire, pour comprendre l'œuvre. Donc, un cours, c'était pas suffisant pour dire qu'on allait chercher tout ce que Godin avait à nous offrir. Et quand j'ai décidé d'enseigner au Cégep, c'est parce que ça faisait quelques années que j'enseignais l'homme rapaillé. Puis là, j'avais l'impression que j'avais fait mon petit tour à moi là, de cette œuvre-là. J'avais le goût de passer à autre chose. Et je sentais aussi que la question du nationalisme en classe, il y avait un peu une indifférence par rapport à cette question-là dans les cours au Cégep. Euh, donc, ils s'y intéressaient là, pour l'histoire du Québec, mais il n'y avait rien qui venait les toucher spontanément, les étudiants, avec Miron. Ben rien, non. Les histoires d'amour, ça venait les rejoindre. Mais la question de Godin, j'avais réécouté le film Godin, puis là, j'ai dit quel personnage quand même. Et donc, moi, c'est vraiment le personnage qui m'a donné envie de l'enseigner. Et je trouvais que son nationalisme était quand même un modèle inspirant pour plusieurs. Donc, moi, c'est cette question-là qui m'a amenée. Mais je me suis dit, il va falloir accorder beaucoup de place à cette œuvre-là si on lit le recueil. Je pense qu'on peut facilement lire un poème de Godin sans nécessairement faire un long accompagnement. Mais si on lit tout le recueil, faut mettre des choses en place. On y reviendra ça aussi tout à l'heure. Jonathan, tu as ouvert la porte à ce qu'on discute de la valeur poétique des cantucs. J'ai envie peut-être de te laisser aller, mais sinon, j'ai déjà ciblé des passages de la réception critique que j'ai prise des extraits plutôt que j'ai pris dans la biographie. Est-ce que je te Ben, laisse y aller ou ouais, je peux y aller un peu parce qu'une question qui m'est venue assez rapidement. Bon, j'ai lu Il ne demandait qu'à brûler
il y a plusieurs années, donc avec une vue plus générale sur l'œuvre de Godin. Je me suis questionné beaucoup en écrivant la biographie, à savoir est-ce que Godin, question qu'on se pose souvent, est-ce que c'est un grand poète, où il se place dans le paysage, disons, poétique ou littéraire québécois, ami évidemment toute la bande, autant Roland Giguère, Paul-Marie Lapointe, tous ces gens-là se connaissent beaucoup, se fréquentent, Miron aussi. Mais où se place Godin là-dedans? J'en ai parlé avec des gens qui connaissent ça mieux que moi. Je pense à François Dumont, ici à l'Université Laval, qui est maintenant à la retraite, ou bien Pierre Neveu, qui est un ami. Et puis, je pense que, je le disais tantôt, mais il y a vraiment quelque chose de particulier avec les cantos, là, comme s'il était au bon moment. Parce que, vous savez, les deux premiers recueils, ou même trois premiers recueils de Godin, hein, ils cherchent un peu l'impression de passer un peu une espèce d'exotisme. Par moments, ça va dans une espèce d'univers médiéval un peu étonnant qui rappelle Sylvain Garneau, justement par moments. Mais avec les cantos, là, il y a quelque chose qui se passe, et puis je pense qu'ils trouvent vraiment une façon, je le répète, d'utiliser le joual à bon escient. Euh, Après, il y a des poèmes qui sont, à mon avis, plusieurs recueils qui sont très inégaux. Donc, j'ai l'impression que Godin avait aussi cette façon de faire de la poésie un peu, pas par-dessus la jambe, mais lui-même le dira, hein. Au fond, moi, j'ai du plaisir, je m'amuse un peu, je suis pas comme les gens. Il y avait une espèce de rapport trouble, malgré qu'il les aimait beaucoup, mais avec les gens de l'Hexagone, il disait, ah, vous savez, ça, c'est des vrais poètes, moi, je suis un peu. Il y a aussi l'affiliation de Godin à Trois-Rivières. C'est sûr que des gens comme Alphonse Piché, comme Clément Marchand, lui ont donné une vision particulière de la poésie. Il y a un peu de Jean Arrache aussi par moment dans sa poésie. Donc, elle est inégale, cette poésie-là. Dans les années 80, on le constate beaucoup. Il y a des recueils qui sont très réussis. Je pense notamment à Sarzen ou à Soir sans atout. Mais 2 ans plus tard, il fait un recueil qui s'appelle Poème de route, là, déjà le titre. Et, et puis, tout ce qui a réussi, au fond, dans Soir sans atout, ben, ça ne fonctionne pas dans Poème de route. Donc, Godin, il travaille pas toujours ses textes. Il y a aussi une question de maladie à travers ça, jusqu'où il va, il est député. Bon, à mon avis, donc, c'est une œuvre intéressante, Godin, mais c'est certain que c'est pas celle. Est-ce que ça vaut la peine de le dire? Peut-être, mais c'est pas celle de Miron, c'est bien clair. Puis, n'empêche que le moment Cantuc, ça, par contre, je pense qu'on tient quelque chose pour cette décennie 1960, puis ce moment. euh, Parce qu'au fond, Régent Ducharme disait, en discutant avec, à un moment donné, il y avait un texte de Jacques Ferron, Jacques Ferron dit. Pour lui, Godin, c'est le meilleur écrivain de joual, mais il dit que ça dure pas très longtemps parce qu'il y en a un autre qui arrive qui fait pas du joual, mais qui fait quelque chose de particulier, c'est Régent Ducharme. Donc, Régent Ducharme va occuper le territoire, puis ça va un peu, puis Godin était d'accord là-dessus en disant, c'est vrai, mon moment est un peu passé parce que on est ailleurs déjà, hein. Le joual va durer, le joual va durer longtemps. Est-ce qu'il va durer dans son authenticité? Je sais pas. Mais là, quand même, on a quelque chose de très authentique, je pense, dans le joual. Des choses. Oui, ben, je suis d'accord avec ça. Puis bon, tu sais, c'est ça. Tu le dis, tu sais, il y a Miron puis Godin, ben, c'est différent, mais en même temps, chez Godin, comment dire, il y a une force dans la révolte, dans la colère que Miron, je trouve, n'atteint pas, qui lui va ailleurs, va dans du plus sublime, tout ça. Donc, tu sais, moi, je trouve qu'il y a quand même un summum chez Godin dans l'expression de la colère ben, des Québécois des années 60. Puis, tu sais, on disait pourquoi aborder Godin en classe, puis qu'est-ce qui nous amène? Ben, c'est aussi que Godin, pour moi, c'est une magnifique porte d'entrée sur la Révolution tranquille, sur les années 60 en particulier, puis pour témoigner de l'esprit de colère, de révolte, de l'esprit révolutionnaire de cette époque-là. Tu sais, tu lis un poème comme Mal au pays. Moi, je ne connais pas de poème de colère plus brut, plus fort, plus concentré que ça. Donc, je trouve que Godin, effectivement, dans les cantos, mais même dans d'autres poèmes comme Mal au pays, atteint quand même certains sommets dans ce joie, dans cette langue populaire, dans cette langue très, 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 très forte quand même. Donc, puis c'est ça. Tu sais, il y a Godin, le personnage, même si j'aime pas beaucoup le mot, là, peut-être mettons-le entre guillemets, là, la figure, disons, de Godin, qui peut interpeller beaucoup nos étudiants, parce que quand même, c'est un parcours incroyable en journaliste, poète, éditeur, révolutionnaire, incarcéré en octobre 70, s'implique ensuite au Parti québécois. À peine 6 ans plus tard, bat le premier ministre dans son comté, le symbole du pouvoir qui
l'a fait incarcérer. Un poète réussit à le vaincre. Ensuite, devient ministre d'immigration et des communautés culturelles, un des plus marquants, puis un des meilleurs ministres qu'on a eu à ce poste-là. Ensuite, la maladie, la trépanation, les souffrances, tout ça. Donc, c'est quand même, j'allais dire, tout un destin, je crois pas au destin, tout un parcours que celui de Godin. Puis pour nos étudiants, si on revient en classe, ça les fascine quand même, ce personnage-là, entre guillemets. Puis moi, j'essaie aussi beaucoup de parler du couple, de parler de Pauline également, de son œuvre, parler un petit peu de leur relation, tout ça. Puis cet homme-là et ce couple-là, déjà là, il y a quelque chose pour accrocher nos étudiants. Puis même si nos étudiants sont peut-être pas passionnés d'histoire quand ils entrent dans nos classes à la base, ben, entre autres, et peut-être principalement parce qu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances sur l'histoire du Québec quand ils entrent dans nos classes, en tout cas au cégep. Hein. Ben, je pense que la Révolution tranquille, c'est quand même une période stimulante à aborder avec nos étudiants. Puis moi, Godin, je ne le vois justement pas en vase clos pour lui-même. Je vois Godin à travers la Révolution tranquille, à travers son époque, Godin et Pauline, donc Godin en écho avec Miron, Godin en écho avec toutes sortes d'autres auteurs de cette période-là. Puis dans justement cette constellation d'auteurs engagés marquants des années 60, ben, je reviens au fait que Godin a une place unique et atteint des sommets dans son genre, notamment avec l'utilisation de cette langue qu'on a appelée le joual, par les populaires des Canadiens français de l'époque, qui a une force quand même, comment dire, unique, là, incroyable. Puis j'ai envie de rebondir là-dessus. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que justement, autant ça pouvait être enfin quelqu'un qui met de l'avant ce parler populaire dans ses œuvres, et en même temps, on reçoit la critique aussi de ce parler-là. Et moi, au départ, quand j'ai choisi Godin pour mon corpus, c'était surtout pour des raisons justement politiques. Ben, en tout cas, pour présenter l'historique et politique, l'histoire du Québec, un moment important. Et finalement, je me suis fait prendre davantage du côté de, ben, pour les raisons sont devenues surtout linguistiques, parce que présentement, au Québec, il y a aussi, ben, en fait, c'est l'écoute du balado Ainsi soit-il de Jérôme 50 qui m'a amené à aborder l'œuvre aussi beaucoup du point de vue de la langue. On sait que Godin s'est beaucoup exprimé sur le joual, donc on explorait déjà ces textes-là, le joual et nous, entre autres. Mais là, le balado de Jérôme 50 vient jeter un regard sur le parler des jeunes chillers et chilleuses du Québec, donc le parler des jeunes d'aujourd'hui. Puis là, je trouve que ça peut faire un écho justement en classe. Eux se font dire qu'ils parlent mal et qu'ils et elles parlent mal. Et là, ben, il y a quelqu'un qui, à l'époque, valorise une langue qui était jugée euh, à proscrire, un peu comme eux aujourd'hui se font souvent proscrire cette langue-là. Donc, ça nous permet d'aborder des enjeux actuels à travers l'enjeu linguistique. Puis la question de l'anglais, je pense, pour plusieurs de nos étudiants, euh, c'est difficile pour eux de comprendre l'enjeu que, 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 l'enjeu qu'on avait dans les années 70. Pour eux, l'anglais n'est pas dangereux. Tu sais, aujourd'hui, ils n'ont pas le même, la même expérience de la langue. Donc là, de passer par le parler populaire actuel, ça devient une porte intéressante aussi. Ça nous Très amène peut-être. Oui, vas-y, vas-y. rapidement, c'est intéressant, évidemment, cette question du joual, de la façon dont Godin, ben, d'ailleurs, le titre, on sait bien que Kantouk, c'est Kantouk, hein, c'est cet outil qu'on utilise dans les chantiers, qui est assez polyvalent, dit-il. Donc, l'idée un peu de rédimer, de sauver la langue française, de ces mots qui sont dépréciés. Hein, Godin va souvent utiliser l'exemple de ces gens qu'il voit dans un parc, des personnes plus âgées à Trois-Rivières qui lui disent hey, on parle mal, on s'excuse. Puis Godin dira c'est quand même extraordinaire de voir des gens plus âgés que moi s'excuser de parler un français qu'eux considèrent dégradé. Bon, anecdote d'ailleurs qui est peut-être apocryphe, là, parce que Godin le compte de différentes manières, puis à un moment donné, c'est plus lui qui l'a vécu, c'est une autre personne. Ça, c'est autre chose. Le poète fait bien son mythe. Mais il y a aussi, c'est ça, c'est l'ambiguïté constitutive de ça. C'est que Godin, à la fois, va promouvoir des mots comme ça, des mots usés, des mots qui sont des formulations qui sont incorrectes,
des anglicismes, tout ça, mais en même temps, pour lui, hein, l'avenir de la littérature, de la poésie québécoise, c'est le français. Hein, il le dit à un moment donné, c'est l'espoir, c'est le rêve, c'est ce qu'on veut en bout de piste. Le joual ne fait qu'un temps. Et il y a une espèce d'ambiguïté parce que Godin va contribuer à la fois à sauver, rédimer certains mots, donc avoir une poésie jouale, mais en même temps, il souhaite autre chose. Donc ça, c'est intéressant de voir ses positions dans les années 60. Puis quand on veut l'expliquer aux jeunes aussi, des fois, en tout cas, je me permets ça dans mes cours, de dire, ben voilà, Godin lui-même est embêté face à tout ça, face à ce joual. Il y a un certain pessimisme aussi, je sais pas son... On parlait de Mal au pays, je vais me permettre quelques mots là-dessus. C'était probablement le poème le plus connu de Godin, hein. C'est beaucoup à cause de la nuit de la poésie et qui a été repris ad nauseam par toutes sortes de politiciens récemment, je pense notamment à Catherine Dorion dans son discours de départ de la vie politique. Mais je pense qu'on se méprend aussi parfois sur ce poème-là, parce que, hein, Pierre-Luc, tu parlais de colère, c'est un poème de colère, surtout la fin qui s'emballe, la litanie de sacre. C'est pas une victoire, hein, c'est une impression, je pense, d'impuissance, de frustration, puis tout ce qu'on a, c'est des mots, des sacres, c'est tout ce qu'on a à dire, c'est tout ce qu'on a à proposer, en quelque sorte. Et je pense que souvent, on en a fait une espèce d'hymne au Québec, alors que pourtant, il y a un côté peut-être un peu pessimiste chez Godin. Et tantôt, tu évoquais, Pierre-Luc Miron, il y a une espèce d'un caractère incantatoire qu'on a chez Miron qu'on n'aura pas nécessairement chez Godin. Et ça peut être intéressant de le rappeler. Comment aussi c'est cette révolution tranquille dont on parle, elle n'a peut-être pas donné tous ses fruits, ou en tout cas, elle n'a pas suivi les chemins qu'on pouvait imaginer. Est-ce que la poésie dit la même chose que ce que la société de l'époque dit? Est-ce que la poésie n'a pas une espèce de discours un peu différent de l'espèce de grand mythe du pays? Ça peut être intéressant, donc, peut-être au niveau universitaire, en tout cas, de présenter cette espèce d'ambiguïté constitutive de la poésie de Godin. Voilà. Pour rajouter un petit mot, ben, je suis d'accord avec ce que dit Jonathan, puis je pense que par rapport au joual, là, notamment, là, Godin s'inscrit dans l'esprit de parti pris qui était d'amener cette langue-là dans la littérature, mais aussi pour montrer notre aliénation linguistique. C'était pas pour dire voici une langue magnifique. Bon, il y en a certains qui ont essayé de la magnifier ou d'en faire. Bon, c'est par exemple, Paul Chamberlain avait sa vision à lui que la langue québécoise est une langue, bon, puis Victor Lévy-Beaulieu. Mais l'esprit général, puis Jonathan, tu pourras me corriger si je dis des bêtises, là, mais l'esprit général à parti pris, je pense, chez Godin, c'était de, oui, revaloriser le parler populaire québécois, mais aussi montrer que c'est une aliénation linguistique, que c'est un peuple qui n'a pas de mots, que c'est un peuple dont le langage est contaminé par celui du dominant, par celui du conquérant. Tu sais, quand Godin dit le pays que je travaille pour est un calice, un enfant de chienne, etc., il le sait qu'il commet un anglicisme grossier en s'exprimant comme ça. Puis je pense pas que c'est pour valoriser la syntaxe anglaise qu'il s'exprime comme ça. C'est au contraire pour montrer notre aliénation linguistique. Puis ça, je pense qu'on peut arriver à assez bien l'expliquer à nos étudiants au cégep. En tout cas, je pense m'en être sorti pas si mal de dire, oui, c'est de dire aux Québécois, aux Canadiens français à l'époque, vous avez le droit de parler, vous avez le droit de prendre la parole publiquement, vous avez le droit de dire votre colère, mais en même temps, ça témoigne, ce langage-là, d'une aliénation linguistique, donc d'un problème politique par rapport à la langue, d'un problème de domination, d'un problème d'exploitation, etc. C'est intéressant. Et là, puisque Godin disait que le joual, c'est notre présent, mais on ne souhaite pas que ce soit notre futur, euh, justement, aujourd'hui, nos étudiants et étudiantes, quand ils lisent Godin, euh, c'est plus leur présent. Donc, le parler est un défi en soi. C'est probablement bon signe. Mais donc, il y a ce premier défi-là de la langue. Là, on pourrait commencer à aborder les défis que rencontrent nos étudiants en classe. Qu'est-ce que vous observez, vous, comme défi? Je pense qu'il y a cette barrière-là de la langue. Est-ce que vous le Oui, constatez? Est-ce que c'est... oui. Oui, mais moi, je trouve que c'est un beau défi, puis je pense que j'ai réussi à amener mes étudiants justement à le prendre de cette façon, de cette façon-là. C'est sûr que ça prend
bon, une Comment on certaine fait? curiosité intellectuelle qu'on doit stimuler. On leur présente un poème, puis dans ce poème-là, il y a un paquet de québécismes qu'ils ne connaissent pas. Il peut y avoir des archaïsmes, des expressions populaires qui sont méconnues aujourd'hui, peut-être même des anglicismes qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas. Donc, c'est sûr qu'à la base, avant de rentrer dans l'analyse du poème en tant que tel, ben, on doit clarifier tout ce vocabulaire-là. Puis là, ben, c'est de leur dire, regardez, il y a toutes sortes de ressources qui existent. Là, tu ne trouveras pas cette expression-là dans le Robert, dans le Larousse, probablement pas dans le Multi. Donc là, on va aller chercher dans d'autres ouvrages, on va aller chercher sur Internet, on va faire un peu de recherche autour de ce vocabulaire-là. Puis, ben, généralement, ça fonctionne bien. Puis des fois, il y a ces expressions aussi qui peuvent être un peu humoristiques. Ça peut faire rire les étudiants, tandis qu'il y a d'autres expressions où il y a une charge très forte, des expressions plus vulgaires, populaires. Ça aussi, ça peut les interpeller, peut-être les heurter, puis c'est pas une mauvaise chose. Donc, tu sais, personnellement, j'ai pas de secret magique à vous donner, mais je dirais que oui, à la base, c'est un défi, que c'est sûr que si on les accompagne pas à s'approprier ce vocabulaire-là, ça risque de pas fonctionner. Mais moi, je pense qu'ils ont quand même la curiosité de comprendre cette langue-là. Puis, entre autres, ce que je trouve assez fantastique dans les dernières années, alors qu'on a de plus en plus de diversité dans les classes, pour les étudiants issus de la diversité, les étudiants issus de l'immigration, comprendre le parler populaire québécois, il y a une vraie curiosité, il y a une vraie ouverture, puis ils aiment beaucoup, en tout cas moi c'est mon expérience à moi, ils aiment beaucoup quand on travaille des textes en joie, des textes qui présentent le parler populaire québécois, parce qu'ils réalisent bien dans leur quotidien que la langue du quotidien au Québec, c'est pas le français standard qu'on peut leur apprendre en francisation ou ailleurs. Donc, il y a une vraie soif de connaître le parler québécois. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à travailler ça avec mes étudiants. Puis je pense que ça fonctionne assez bien. Est-ce que tu apportes des petits dictionnaires? Là, j'ai ma collègue Catherine qui m'a prêté Petit glossaire des Cantouques de Gérald de Godin, Je vais travailler avec ça. Sinon, tu as un autre dictionnaire sur le joual que je Petit connais, dictionnaire du que joual. je connais aussi. Oui, je travaille avec des ouvrages comme Ouais. ceux-là, ou sinon, ben, tu sais, pour les québécismes, quand même, tu sais, je pense qu'on est au cégep de Sherbrooke, sur Usito, il y a quand même pas mal de québécismes qui sont intégrés, donc juste un outil comme ça peut aider. Sinon, ben là, j'ai pas des références à vous donner comme ça de mémoire, mais il y a des sites Internet assez bien faits sur le parler populaire québécois qui peuvent donner des réponses également. Donc, avec un peu de recherche, on se débrouille bien. En tout cas, moi, c'est un défi, mais c'est pas une barrière, comment dire, là, insurmontable, là. Effectivement. Non. Moi, j'ai le rêve un jour, j'habite pas dans la même ville que mon père, mais j'ai le rêve d'amener mon père en classe qui, pour lui, tout ce langage-là est dans ses référents culturels tu sais, je veux dire, il a vécu à cette époque-là, donc c'est pas un lecteur de poèmes, mon père, mais quand il est tombé par hasard sur les Cantouques alors que je corrigeais des dissertations, ben là, il s'est mis à ouvrir le livre et à lire. Et là, il me racontait les poèmes d'une manière que je les avais pas encore vus parce que il avait ces référents-là. Donc, je me suis dit un jour, je vais inviter mon père en classe, fait qu'il il fera office de dictionnaire vivant pour les étudiants. Mais je pense qu'on pourrait les inviter à appeler leurs grands-parents, puis leur demander, ou parents, puis ça peut créer quelque chose d'intéressant aussi comme prise de contact. À l'université, est-ce que cette question-là du langage est aussi un défi? Oui, oui, beaucoup. Et je pense qu'une erreur que j'ai faite souvent, c'est de tenir pour acquis qu'ils vont entrer dans le texte et en sortir avec une compréhension et un plaisir de lecture. J'ai commencé à le faire un peu en amont, le préparer, mais je constate souvent que, chose certaine, en première année, donc de bac, je sais pas pourquoi, je le remarque depuis quelques années, il y a une vision très classique de la littérature française ou québécoise. Donc pour eux, ils sont presque choqués de voir du joual dans de la poésie. Ce qui est un peu, moi, me surprend beaucoup, là. C'est l'impression qu'ils ont une vision très carrée, très 19e de ce que peut être la poésie. Alors, c'est une erreur que, comme je dis, que j'ai souvent faite de leur lancer le recueil comme ça, puis de leur dire débrouillez-vous. Fait que je sens de plus en plus le besoin de vous préparer le terrain, effectivement. Une chose que j'ai remarqué beaucoup aussi, qui, depuis vraiment quelques années, c'est d'identifier toute la question d'une certaine misogynie. Alors ça me surprenait parce que, bon, quand j'ai lu ça étudiant, puis après comme professeur, bon, je ne pensais pas à ça, mais j'avais noté la même chose avec l'essai de Pierre Vallière, où là, les gens me disaient, mais attention, il me semble qu'il parle des femmes d'une drôle de manière, des mères.
bon, en le relisant, je vois, c'est vrai qu'effectivement, Vallière a une espèce de façon de voir les choses qui est un peu misogyne, mais Godin aussi, hein, donc quand on regarde ça, hein, les références à la sexualité, les références donc au sexe féminin, tout ça, j'ai cherché une façon de leur expliquer que Godin est aussi dans ce recueil. C'est pas Godin qui parle nécessairement, peut-être, mais pas nécessairement. C'est un personnage. Donc, j'ai fini par trouver une comparaison qui fonctionne à peu près, mais encore là, il faut l'expliquer, c'est avec les personnages d'Yvon Deschamps, ou de dire que le type qui parle de son patron en bien, c'est une caricature, c'est pas Deschamps qui fait l'apologie du capitalisme. Et ça, je pense, ça a aidé à comprendre un peu que c'est pas Godin qui parle nécessairement ainsi des femmes, qu'il y a une espèce de... Il rend compte d'une certaine réalité socio-économique de l'époque, d'une façon de dire les choses, qui peut être sa façon aussi, mais là, je suis pas là pour en juger, j'ai un recueil devant moi, puis il y a quelque chose du personnage. Alors, je sais pas si... J'essaie de voir, tu sais, je l'ai enseigné, ça fait quoi, ça fait 20 ans que je suis prof. Euh, depuis plusieurs années, c'est ça, c'est plus difficile un petit peu. Puis les référents religieux aussi, même si c'est peut-être pas aussi fréquent que dans Miron, ça, c'est très difficile. De plus en plus, ils sont extrêmement. Je ne sais pas si c'est ce que vous constatez. Quand je les reçois en première année, souvent les étudiants sont extrêmement brillants, capables de parler d'à peu près tous les livres, des fois m'étonnent même par leur synthèse, leur capacité analytique, mais il y a une espèce de culture commune qui manque. Ce qui fait que par moment, ben, on ne comprend pas certaines choses. Les référents religieux aussi. Je me souviens, je donne un exemple, ça m'avait fait beaucoup rire. Un étudiant à l'Université Laval, je ne sais pas, les initiations sont tenues par des étudiants enthousiastes, et avait demandé aux étudiants de se déguiser en personnage de Jean Rivard, des Fricheurs, ce qui m'avait fait rire. Et un étudiant qui est arrivé déguisé en ange. Là, j'ai dit, ben, qu'est-ce que tu fais? Et là, ben, je suis déguisé en curé. OK, là, il va falloir qu'on discute un peu. Le curé, ça s'habille pas comme un ange. Mais tu vois, donc, il y a tout un défi aussi dans les référents religieux qui sont intégrés pour des gens de mon âge, je pense. En tout cas, beaucoup de gens de mon âge. Et ça, c'est un autre gros défi. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire que je pense que les problèmes que vous avez au cégep sont à peu près les mêmes une fois à l'université, là. Mhm. Probablement, probablement. Puis c'est sûr qu'il faut faire un avant de la lecture où on met en contexte, évidemment. Je disais que, c'est moi, Godin, je le prends comme personnage qui me permet d'entrer dans la Révolution tranquille. Mais dans le fond, il faut d'abord expliquer ce qu'est la Révolution tranquille. Puis pour comprendre la Révolution tranquille, il faut un peu connaître ce qui s'est passé avant. Donc, moi, Godin, dans ma séquence de cours, arrive à la fin de la session, alors qu'on est parti de la Nouvelle-France, puis qu'on a remonté le temps. Puis évidemment, on peut pas tout voir. Puis ça fait longtemps que j'ai abandonné l'idée que le cours de centraux au cégep soit un cours panoramique où on voit toutes les époques, tout ça, on fait des choix. Mais quand même, là, je parle un peu de Nouvelle-France, évidemment, un petit peu de la conquête 19e, on les compte, blablabla. Puis là, bon, ben, la période de la survivance, la Grande Noirceur. Puis là, quand ils arrivent à la Révolution tranquille, ben là, je suis pas obligé de commencer en disant, ben, il y a eu une conquête, ils le savent déjà, on en a déjà parlé. Pas besoin de dire, bon, il y a déjà eu les Patriotes, on en a déjà parlé. Donc, il y a tout cet avant-là de la lecture qui a été faite. Puis sur la Révolution tranquille, bien évidemment, je dois les outiller un peu. Je sais plus qui regarder, je vais essayer de regarder la caméra. Je dois les outiller un peu sur la Révolution tranquille aussi, parce que c'est sûr qu'au cégep, là, donner les cantucs puis dire débrouillez-vous, ça c'est catastrophe assurée, autant du point de vue de la langue que du point de vue des références historiques, que probablement aussi du point de vue des références religieuses, mais des fois ça peut donner des choses intéressantes. On parlait de Malaupeyi tout à l'heure, qui se termine par une série de blasphèmes. Je me permettrais de dire magnifique. Puis, ben, je demande à mes étudiants d'aller chercher ce que veulent dire ces mots-là, parce que nos étudiants, beaucoup d'entre eux, pas tous, disent calice, tabarnak, hostie à tous les jours, sans savoir à quoi ça réfère. Donc là, ben, on va prendre la peine, une fois dans sa vie, de savoir ce que représentent à la base les blasphèmes qu'on a en bouche. Donc, oui, il y a beaucoup de références historiques, culturelles, religieuses qui leur manquent à la base. Puis on peut pas tout faire, on peut pas tout voir, mais c'est quand même intéressant de travailler ça avec eux. Puis moi, contrairement à ce qu'on entend parfois, puis peut-être que d'autres le vivent, mais en tout cas, moi, je le sens pas comme ça. Je sens pas que mes étudiants sont rebutés par l'histoire du Québec ou par les références religieuses, tout ça. On leur en a jamais parlé, ils l'ont jamais appris. En tout cas, moi, je vois quand même une ouverture, une curiosité, puis ça se passe assez bien dans mes classes Mhm. lorsqu'on aborde ces références-là.
Moi aussi, ce qui ressort beaucoup dans les commentaires de fin de session, c'est ils apprécient beaucoup les documentaires. Donc, tu sais, tout ce que je vais présenter comme accompagnement documentaire, ça, c'est quelque chose qui revient. Puis sinon, ben, moi, le défi ben, en tout cas, qui en est un pour moi aussi, quand je lis les cantos, c'est le discours sur les femmes. Même si c'est un personnage, tu sais, je trouve que en 2025, là, ça devient plus difficile d'aborder ça avec aisance. Euh, mais tantôt, je vais vous présenter ma séquence didactique là, que j'utilise autour de cette œuvre-là. J'offre la possibilité aux étudiants, justement, d'écrire un canto à Godin, où là, c'est le temps de lui dire tout ce qu'on a à lui dire, puis de se défouler à notre tour. Fait qu'il y a ce lieu de discussion-là. Puis c'est intéressant quand même d'avoir des personnages, ben des personnages, de présenter des auteurs qu'on va pas magnifier. Ils viennent aussi avec leurs défauts. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est toujours malaisant comme prof quand on rencontre des défauts dans une œuvre. En tout cas, si c'en est un. Et, mais je pense qu'il faut pas s'empêcher quand même d'aller de l'avant avec cette œuvre-là pour ces raisons-là, mais il faut offrir un lieu de discussion pour le questionner. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter sur les défis, sinon j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous faites en classe avec ça, cette œuvre-là. Est-ce que vous avez, on en a parlé un peu, mais vos étudiants, est-ce qu'ils ont strictement une dissertation à faire ou... Heureusement, non. Ben, ça a donné une séquence didactique, semaine 1, semaine 2, semaine 3, peut-être quelques points, mais j'ai déjà parlé de l'importance de l'avant de la lecture sur le contexte historique, leur donner des références, ensuite travailler le vocabulaire pour pouvoir entrer véritablement dans l'analyse des textes. Sinon, ben, j'aime bien travailler notamment avec des textes échos qui peuvent montrer aussi ben, l'influence ou en tout cas des traces qu'a pu laisser Godin. Tiens, je vais vous donner un exemple. Par exemple, Émile Bilodeau, jeune chanteur engagé que beaucoup d'étudiants connaissent. C'est un des rares, rares chanteurs québécois que nos étudiants connaissent. Dans une chanson comme Candy, qui au départ, a l'air d'avoir rien à voir avec la poésie de Godin. C'est pas le même ton, c'est pas le même style. Mais à un certain moment, Émile Bilodeau dénonce les trolls au Sénat. Ben, un peu comme dans Malopéi, Godin parlait des pleurines de Sénat. À un certain moment dans cette chanson-là, Émile Bilodeau ben, dénonce la situation de la langue française au Canada, la discrimination linguistique des francophones, ce qui peut rejoindre des propos que Godin a tenus sur le français. Toujours dans cette chanson-là, Candy, Émile Bilodeau déplore le sort des ouvriers dont la shop ferme, dit-il, parce que les entreprises sont venues profiter des subventions de l'État québécois pour ensuite se délocaliser. Donc, le souci des travailleurs, de la classe laborieuse, tout ça est actualisé dans la chanson d'Émile Bilodeau. Puis, il n'y a aucun de mes étudiants qui disent hey, c'est passé date, là, ce que raconte Bilodeau. Pour eux, c'est très, très 2020-25, c'est très, très actuel. Puis là, oups, tu te rends compte que tu peux voir plein de reflets dans l'œuvre de Godin avec une chanson actuelle comme celle-là. En tout cas, moi, ça, c'est une des choses que j'aime faire, là, travailler avec des textes échos. Puis, ben, ça peut être aussi des textes échos de la même période, c'est-à-dire, on compare un poème de Godin à un poème de Miron, un poème de Godin à Speak White, un poème de Godin à Roland Giguère, ouais, bon, tous ces poètes-là de l'époque, mais aussi avec des textes actuels. Ça, c'est une des choses que j'aime bien faire, là. Ouais. Puis, ils n'ont pas de dissertation à faire sur ce... Tout ça va déboucher sur une dissertation, ben, effectivement comparative, mais avec des poètes de l'époque. Donc, comparer un poème de... Bon, il y a tout le temps un choix de questions, là, j'en offre au moins trois ou quatre. Donc, une question, ça va être comparer tel cantique de Godin à tel poème de Miron par rapport à tel thème. Ensuite, comparer tel poème de Godin à Speakwat par rapport à tel thème. Donc, une analyse comparative comme ça. Donc, tout ça les amène tranquillement à ça, mais à travers différentes activités, comme ben, tu nous disais que tu leur fais écrire une espèce de cantique à Godin où ils peuvent. Ben moi, à un certain moment, je l'ai fait qu'une fois. Je devrais peut-être le refaire parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de positifs, mais en même temps, c'est ça, c'est une activité qui devait devenir très émotive. Je leur demandais d'écrire un poème de colère
un peu comme pouvait le faire Godin, mais par rapport à leur propre révolte, par rapport à leur propre colère. Puis ça a donné toutes sortes de choses très, très fortes et très, très touchantes. Il y en a qui exprimaient des colères, disons, plus politiques, là, ou par rapport à la justice sociale, ces choses-là, mais d'autres exprimaient des colères plus personnelles. Puis c'était très émotif pour les étudiants et pour moi. Donc, il faut être solide dans ses bottines pour une Mhm. activité comme celle-là. Mais ça donne une façon intéressante de s'approprier l'œuvre de Godin aussi en tentant soi-même d'exprimer la colère comme lui pouvait le faire dans certains de ses écrits. Donc, en tout cas, ça vous donne deux exemples d'activités que je fais. Puis Jonathan, est-ce que c'est plus sous l'angle historique à l'université? Hmm. Peut-être que je me fais une image erronée là, Non, non, je me fais peut-être. vas-y. Vas-y, vas-y. Ben non, j'allais dire, à l'université, des fois, on a un peu plus de cours magistraux, donc on est plus dans la présentation de l'œuvre, quoique peut-être pas. Ouais. Non, mais je suis un peu dinosaure hein, à l'université. De plus en plus, je m'en rends compte qu'il y a plein d'innovations pédagogiques maintenant, alors que moi, je réinflige 3 heures de ma parole. Je pense Même qu'ils si aiment ça. d'avoir des questions de temps en temps. Là. Ben, il y a d'abord, je disais il y a 2 temps, là, il y a d'abord le cours d'introduction à la littérature québécoise, où là, vraiment, les cantos deviennent une exemplification des œuvres de la Révolution tranquille, en mettant quand même l'accent sur un discours littéraire qui est peut-être un peu différent du discours sociopolitique de l'époque. C'est de voir un peu, bon, la question évidemment du pessimisme dont je parlais tantôt, mais il y a quand même effectivement une représentativité de la chose, mis en relief avec. Ben, il y a aussi Speak White là, que je vais lire en même temps avec eux la plupart du temps. Et je vais évidemment montrer des extraits de la Nina Poésie, là, expliquant un peu à la blague les dessous de la nuit de la poésie, comment ça s'est fait. Un peu détruire aussi le mythe. Là. Pas détruire, mais en tout cas le mettre en perspective. Et il y a la question dans un cours sur l'engagement, où là, davantage, je m'amuse à défaire un peu l'image du poète, du député poète, comment Godin lui-même s'est servi de ça, comment il a utilisé souvent ses différents chapeaux, hein, parce que Godin n'est pas naïf, c'est-à-dire qu'il arrive en politique, il a beau faire le poète égaré, ben, il ne l'est pas du tout. Il se sert de ça de temps en temps pour dire, ben, oui, voyez, moi je suis un poète, au fond je rêve, tout ça, mais il sait très bien ce qu'il fait. Donc je parle ça c'est pas tant les cantos qu'un texte que moi j'aime beaucoup étudier, qui est le Journal d'un prisonnier de guerre, qui est le texte qui fait paraître dans Québec Presse une semaine après son incarcération. Donc, ça, c'est le 1er novembre 1970. Ce texte-là est fascinant parce que justement, Godin fait ce qu'il fait de mieux pour reprendre pied, on dirait. Ben, il devient journaliste. Hein. Donc, il essaie d'expliquer ce qui se passe dans la prison, comme le ferait un journaliste sur le terrain. Mais on voit que c'est une façon de s'en sortir. Puis il y a toute la question aussi du journal, mais en même temps, on voit à la toute fin du texte que Godin n'avait pas de crayon ni de papier. Donc, c'est une façon de faire résolument littéraire parce qu'il va utiliser donc le style ou les outils du journal, mais a posteriori. Donc, il s'amuse un peu avec ça, fait des liens. Là, je m'amuse à leur montrer aussi des liens avec pas Olivier Asselin, pardon, mais Jules Fournier. Euh, alors, c'est un peu comme ça, moi, que je le construis dans un cours sur l'engagement, montrer comment Godin, donc, utilise ses différents chapeaux. C'est un peu ça. Donc, jouer sur la figure le mythe même à certains égards du député poète. C'est un peu ce que je fais. Ah, merci. Pour ma part, moi, au départ, je faisais lire Godin et après la lecture en classe, je projetais le film Godin de Simon Beaulieu. À un certain moment, il y a une étudiante qui a dit, après avoir vu le film, mais mon Dieu, c'est pas du tout ce genre de personne-là que je pensais que Godin était. Donc, il s'était vraiment imaginé un personnage qui est comme l'énonciateur, un peu tout croche, quelqu'un qui n'a pas d'éducation. En tout cas, c'est vraiment l'image qu'elle s'était fait en lisant l'œuvre. Et là, j'ai trouvé ça intéressant comme commentaire. Je me suis dit, on se construit une image de l'auteur selon la lecture qu'on fait. La session d'après, j'ai eu l'idée, ou en tout cas la curiosité de faire voir le film d'abord pour questionner. Mais ben, en fait, pour
parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi on avait publié les cantos. Pour elle, là, c'était comme, c'est n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui a publié ça, puis, tu sais, ça, justement, tantôt, on parlait de la question de la valeur. À ses yeux, il n'y avait pas de valeur pour ces poèmes-là. Et en voyant le film Godin de Simon Beaulieu, là, sa perspective a changé, puis elle a dit, OK, tu sais, comme là, elle voyait que c'était quelqu'un qui voulait euh, mettre en mots, par exemple, ce qu'il entendait autour de lui. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que au premier cours où je présente l'œuvre, je leur lis un extrait, je leur lis le poème Canto qu'à répondre, et là, je leur dis, vous sortez un bout de papier et vous écrivez tous les mots qui vous passent par la tête pendant que je vous lis ce poème-là. Des mots, des réactions, vous aimez pas, vous êtes fâché, bon. Et là, une fois que c'est fait, on fait un tour de parole. Chacun nomme un des mots qui se trouve sur sa feuille. Fait que là, on voit un peu ce que la classe a comme premier contact avec l'œuvre. Et je leur demande même de dessiner, du mieux qu'ils peuvent, Godin tel qu'ils se l'imaginent dans leur tête. Dessinez-moi là ce poète-là. Après ça, je leur dis, toujours sur le même bout de papier, écrivez, si je vous dis le mot politicien, tous les mots qui vous viennent en tête. Si je vous dis le mot poète, tous les mots qui vous viennent en tête, et est-ce que j'en dis un autre? Joual aussi. Donc là, on y va vraiment avec leur représentation première de tout ça. Et c'est à ce cours-là que je leur fais écouter le film maintenant Godin de Simon Beaulieu, avant même de lire le livre. Et une fois que on termine le film, à la fin du cours, là, je leur dis maintenant, écrivez qu'est-ce qui a changé dans votre perspective finalement sur l'auteur, qu'est-ce qui vous interpelle, qu'est-ce qui vous rebute. Et ils doivent écrire 4 vers en réaction à, ou en tout cas dresser une espèce de portrait là, sur ce qu'ils retiennent de cet homme-là, soit comme citoyen ou comme homme politique. C'est le début du canto à Godin, finalement. Tu sais, on fait beaucoup de travail en classe là, sur ce poème-là. Le cours suivant, là, ils doivent justement commencer à lire le livre. Le cours suivant, là, je leur fais lire Le Joal et nous. On compare avec les insolences du frère Untel. Donc là, on travaille comme ça. On se prépare à une éventuelle dissertation, mais en même temps, on explore la question du joual. Et ils font en sous-groupe l'analyse du poème Cantique du soir. Non, en fait, c'est pas. Là, ils font pas en équipe. Oui, ils font en équipe, mais je leur enseigne, ben, je sais plus là, c'est celui-là que je leur fais analyser en équipe. Mais je fais un enseignement explicite, comment moi je l'analyse. Je pense que ça aide aussi pour ceux qui sont un peu déstabilisés par cette poésie-là. Et en devoir, là, ils doivent écouter tous les épisodes, pas en une semaine, là, mais du balado Ainsi soit-il, dont je parlais tout à l'heure, de Jérôme 50. Puis comme c'est un chanteur, Jérôme 50, mais il fait aussi une maîtrise en linguistique. Et là, c'est vraiment un regard linguistique qui porte sur le parler d'aujourd'hui. Et là, après ça, comme exercice, ils doivent, comme dossier à me remettre. C'est un travail de création, finalement, que je fais faire dans les cours suivants. Ils vont choisir, pour ceux qui ont assisté à tous les événements du LIREL, vont reconnaître un travail que je faisais faire avec Miron dans le passé. Ils choisissent 10 vers de Godin dans 10 poèmes différents. Ils font leur cantouk des cantouks. Pour ceux qui ont des référents religieux encore, vous aurez vu une allusion au Cantique des Cantiques. Mais donc, là, je me trouve drôle, je pars à rire dans la classe, puis il y a des personnes qui rient, évidemment. Bon. Un peu comme aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ça nous arrive tous, ça nous arrive tous. Celle-là, je l'assume. Donc, le cantique des cantiques, pour eux, c'est le summum, là, c'est les vers qui les ont marqués, qui les ont interpellés. Et pour justement défoncer ce mur-là du joual, ou en tout cas de la difficulté de comprendre les poèmes, ils doivent traduire le cantique des cantiques en cantique des chilleux ou chilleuses ou chilleureuses. Là, ils utilisent le titre qu'ils veulent en intégrant finalement les fameux phénomènes sociolinguistiques qu'observe Jérôme 50 dans son balado. Donc, ils doivent l'écouter pour pouvoir intégrer les 5 ou 6 manifestations linguistiques que nomme Jérôme 50 dans son balado. Donc, comment Godin s'exprimerait s'il était
un jeune d'aujourd'hui. Fait que ça devient intéressant pour donner justement, montrer la portée de l'œuvre. Là, j'ai une collègue qui me dit, tu devrais leur faire aussi un entre-deux, c'est-à-dire le traduire en langage neutre. Ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que tu dis, Lia? Oui, c'est ça, oui. Donc, à voir là, si on va passer par là pour montrer justement que l'image forte, qu'est-ce que ça change finalement au poème d'utiliser ça? Qu'est-ce que ça apporte au poème plutôt? Et finalement, ils font leur fameux canto à Godin où on, on peut lui dire ce qu'on pense de lui comme poète, comme politicien, comme citoyen, etc. Ça devient quand même intéressant et là, ça les oblige justement à plonger. Est-ce que, je vois le temps qui file, je sais pas, j'avais je peux présenter, je vais attendre à la fin parce que j'ai un exemple d'un de ces travaux-là qui a été fait particulièrement bien par une de mes étudiantes qui a décidé en plus de faire un collage par-dessus ça. Mais j'ai envie qu'on fasse le tour de nos questions, puis comme le temps file, puis s'il reste du temps, je le présenterai à la fin. Une fois on a lu, enseigné, travaillé Godin, que vous disent vos étudiants et étudiantes de cette expérience? Tout à l'heure, on disait on veut les bousculer, on veut marquer les esprits. Est-ce qu'on a l'impression que ça va justement rester imprégné? Ben, généralement, mon objectif de départ que je mentionnais est atteint, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas indifférents. Ils ne sont pas indifférents, ça veut dire qu'il y en a qui aiment, il y en a qui, sans aimer ni détester, ont quand même été touchés, bouleversés, puis n'ont pas encore eu une appréciation très précise. Certains n'ont pas aimé, mais s'ils sont capables de me dire pourquoi, ils sont capables d'analyser l'œuvre, moi, mon objectif est atteint, là. Je vise pas à convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. C'est ça, briser le mur de l'indifférence, je pense que c'est un objectif que je réussis à atteindre. Et ben, en bonus, il y a quand même beaucoup d'étudiants qui apprécient pour différentes raisons. Ça peut être de mieux comprendre le français québécois à travers Godin. Ça peut être de mieux comprendre cette époque de la Révolution tranquille qui est quand même majeure dans notre histoire. Ça peut être de mieux comprendre, ben, je dirais, le Québec tout court. Je parlais des étudiants issus d'immigration. Pour eux, Godin aussi, ben, pour ces étudiants-là aussi, ce que je trouve de particulièrement intéressant, c'est que souvent, ils vont tracer des parallèles entre ben, ce qu'ils apprennent du Québec, de l'histoire du Québec et leur pays d'origine, et notamment par rapport à des poètes comme Godin, Miron, etc. Ça m'est arrivé qu'un étudiant ou une étudiante antillaise me dise hey, mais c'est un peu Aimé Césaire. Ben oui, c'est un peu Aimé Césaire. Ou je sais pas, un étudiant, étudiante palestinienne me dit c'est un peu Mahmoud Darwish. Oui, c'est un peu Mahmoud, tu sais, c'est un peu Léopold Sédar Senghor, c'est un peu. Donc, ça, pour les étudiants issus de la diversité, là, généralement, ça les touche, ça les interpelle, puis il y a des échos par rapport à leur propre culture, puis je trouve ça super intéressant, puis ça fait des échanges vraiment intéressants. Sinon, mais pour les étudiants en général, moi, je considère que ça fonctionne bien dans la mesure où très peu d'entre eux restent indifférents à cette langue-là, à ce propos-là, à ces thèmes-là. Mhm. Jonathan, est-ce que tu as des échos des étudiants? Oui, ben, comme pour Pierre-Luc, l'indifférence, je pense pas en tout cas les gens restent pas indifférents, ça, c'est clair. Euh, les réactions sont relativement fortes après un certain temps de dégel, là, où les étudiants et étudiantes ne réagissent pas trop, mais finalement, on sent que ça a marqué. Puis je dirais que, ben, en fait, ce que je constate, c'est que c'est plus tard, moi, souvent, quand vient le temps d'une maîtrise, quand vient le temps de prendre d'autres cours aussi, là, soudainement, Godin, ah oui, oui, mais ça m'a marqué quand même, cette façon de faire. Le personnage m'a marqué, tout ça. Alors moi, je le vis souvent un peu à retardement, que ce soit, comme je le dis, par une direction de maîtrise ou plus maîtrise dans ce cas-ci, et dans d'autres cours, parce qu'évidemment, ben, Godin irait de temps en temps dans mes cours. Alors c'est ça. Euh, mais je pense que je peux pas m'attendre de et probablement l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai souvent eu l'impression que ça allait créer une espèce de. Ben, je parlais au tout début hein, de l'émotion nationaliste, presque viscérale de Godin. Euh, ce n'est plus ça, ce n'est pas ça. Et tant mieux, au sens où c'est ben, c'est tout à fait normal.
mais j'ai arrêté d'attendre ça aussi, une espèce de réveil, peu importe, hein, d'ailleurs, que l'objet, peu importe l'objet, mais il y a quelque chose, donc, effectivement, qui ne réveille pas ce que ça réveillait chez moi. Et ça montre bien comment les textes, la réception des textes se transforme, tout simplement. Mhm. Moi, je dirais que les étudiants, c'est le même son de cloche que vous. Les étudiants, ils sortent pas du cours en disant c'est mon œuvre coup de cœur, mais ils reconnaissent vraiment la valeur de cette œuvre-là en cours. Donc, je pense que s'il y a une place où ça mérite d'être lu, c'est en classe justement parce que ça suscite beaucoup de discussions. Mais il y en a pour qui c'est déjà un coup de cœur. Donc, ça, en soi, c'est bien le fun. Puis il y a toujours ceux qui, là, mais ça, je pense que ça le fait avec beaucoup de recueils de poésie qui disent, ben là, j'ai été perdu du début à la fin, mais tu sais, là, ils ont besoin de comprendre un récit. Donc là, il faut qu'ils acceptent la poésie, mais bon. Est-ce qu'il y en a qui sont particulièrement interpellés ou en tout cas, moi, je vais vous donner mon exemple, là, puis vous saurez me dire si vous avez quelque chose de semblable en classe. Euh, je vous lis un extrait de Cantique du soir, que je lis. Pour dire aussi, des fois, c'est les étudiants qui nous surprennent avec leur propre leur référent personnel. Cantique du soir. Oui, OK. Est-ce que j'ai le temps de tout lire? Ben, je le lirai. OK, je vais aller au complet. La vaisselle étant lavée, la lune s'est levée sur la chanson sale des fonds de cour. Quand le vin est ciré, le plancher est glissant, corde à linge et grande combine, mauvaise herbe dans nos lits doubles, les cargaisons coulent et tu surnages, ô mon pays. Entre deux épaves et quatre pitounes, dans le mazout teinté d'oubli, lèvres gercées par l'hiver, craquelure du grand âge aux mains des vieux, qui de nous te verra, pleine morbide, enfin lavée comme une grève un soir de vent, dans les grincements de huard au large de Champlain. Les bouées tournent et puis s'éteignent, ainsi la gueule baveuse des chiens que nous sommes, éperdus de mots, cherchant à dire, non pas des secrets ni des mystères, mais bien pourquoi, puant pays de mes amours, on t'aime encore et pour toujours. Mauvais cadeau plus qu'inutile, Grinodaude au fond de l'histoire oubliée. Et là, c'est cette strophe-ci qui, chez mes étudiants, peut avoir deux interprétations. C'est là que ça devient intéressant. J'entends les cris des poubelles au lundi soir, fumier des temps humides, vache à peine vêlée, collet de tous nos drafts, notre passé de communiant, mon doigt coupé tombe encore, dans le néant de mes 11 ans. Tandis qu'à 20, tandis qu'à 20 d'un pays, je fus nanti, à la fois son fils et son père, à la fois la terre et la charrue, à la fois son trottoir et le passant, et d'autant plus triste et débordé. Le pays que je travaille pour est un calice, un enfant de chienne, de nous maudire ici sans une bougrine, sans un ancêtre, sinon nous-mêmes, hostie d'humus. Ma jeunesse a crissé le camp comme un voleur, emportant tout sinon des dettes et des cassures à réparer. Sémantique du blasphème et de l'injure, rien d'autre n'avons-nous, sinon perclus au fond des tripes, entêtés, jappant sans cesse, le cri bêlant d'un pays à naître. Et là, quand il travaille en équipe pour analyser ce poème-là, j'entends les cris des poubelles au lundi soir, fumier des temps humides, vache à peine vêlée. J'ai un bon souvenir d'une équipe en technique de gestion et technique d'entreprise agricole qui devait comprendre, essayer de défricher, ouais, d'interpréter ces vers-là. Et je vais nommer son vrai nom, mon Olivier, qui dit, ben, fumier. Là, pour toute la classe ou presque, le fumier, c'est répugnant, c'est dégoûtant, c'est quelque chose dont on ne veut pas. Mais pour Olivier, le fumier, c'était formidable. Ça puait pas tant que ça.
Et il y avait quelque chose, il dit c'est de l'engrais. Donc là, soudainement, celui qui pensait qu'il n'y avait aucune affinité avec un poème, ben là, est devenu une clé pour bien comprendre tout ce poème-là parce que le poème repose sur ce déchirement entre je t'aime et je te déteste, mon pays. Donc, il y avait cette double vision du fumier qui était intéressant. La vache à peine vêlée, ben là, qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, Olivier avait encore la réponse à cette question. Donc, ça devient intéressant quand dans la formation générale, nos étudiants, ils ont dans soit que c'est par intérêt, leur intérêt personnel ou par rapport à leur programme d'études, des clés justement pour nous aider à mieux comprendre ces poèmes-là. Je sais pas, y a-t-il des belles découvertes comme ça qui se sont produites de votre côté ou pas? Sinon. Ben moi, ça à quoi ça me fait penser, ce que tu racontes, c'est que mes étudiants, je pense, se reconnaissent souvent dans cette relation d'amour-haine par rapport au Québec qu'exprime Mhm. Godin, comme l'exprimaient d'autres poètes de la révolte et du pays de l'époque. Il y a un peu ça chez Miron parfois aussi et chez d'autres, parce que, tu sais, on peut se demander le nationalisme de Godin, bon, quel écho ça peut avoir chez nos jeunes aujourd'hui, bon, tout ça. Mais sur cet aspect-là, je sens que nos jeunes, ben, comme bien des Québécois, ont à la fois un amour profond de, disons, de cette patrie, de ce Québec, de notre nation, de notre culture, mais en même temps constate un paquet de problèmes dans cette société-là qui amènent à détester certains aspects de cette société-là. Puis dans Godin, mais c'est ça, on a beaucoup ça, hein, donc éperdu de mots cherchant à dire non pas des secrets ni des mystères, mais bien pourquoi, puant pays de mes amours, on t'aime encore et pour toujours. Mais c'est ça, ce sentiment d'amour-haine, je crois qu'il est toujours présent dans notre société chez bien des Québécois et notamment chez nos jeunes Mhm. qu'on a en classe. Donc, je pense que ça aussi, ça peut les toucher. Puis, quel héritage Godin laisse-t-il? Ouais, laisse-t-il quand on a discuté, Jonathan, il y a quelques temps déjà, on parlait, il y a le nom de Marie-Hélène Voyer qui est sorti lors d'une discussion autour de Godin. Est-ce que vous voyez des héritiers ou des héritières de cette poésie-là dans le paysage culturel québécois actuel? Euh, c'est, il y a effectivement des gens qui vont faire un travail sur la langue, notamment, tu évoquais, ce que je connais peu, là, mais Jérôme 50. Ben, à leur manière, oui, ils vont devoir vivre avec cet héritage-là. Ils le connaissent souvent par le cégep aussi, hein, souvent ou à l'université, si ces étudiants-là sont passés par les départements de lettres. Euh, c'est drôle parce que je répondrais facilement pour l'héritage politique, mais pour l'héritage culturel, c'est moins évident, à mon avis. C'est-à-dire que quelque chose quand même d'une démarche, jusqu'où elle est connue, ça demeure difficile. Mais c'est vrai que Marie-Hélène, par exemple, et d'autres ont à cœur cette façon d'envisager les mots anciens aussi, les mots à peu près disparus, les mots... Oui, il y a ça. Mais de le dire vraiment un héritage culturel, j'ai un peu une peine, honnêtement, à le faire. Je ne sais pas si le contact de vos étudiants vous donne une vision un peu différente. Ouais, c'est pas facile à répondre, je trouve, effectivement, comme question. C'est sûr qu'on voit que Godin est encore quand même présent. Bon, tu parlais du documentaire de Simon Beaulieu. Il y a eu les lectures au TNM il y a quelques années de la Renarde et du Malpeignée. Bon, la publication de ces correspondances-là. Je parlais qu'on peut voir des clins d'œil chez un chanteur engagé comme Émile Bilodeau. Steve Veilleux à Drummond, ben, leader de KM et qui fait des projets en solo il y a quelques années. Il a sorti un très bel album de mise en chanson des poèmes de Godin. Sinon, je sais pas, moi, je pense à Yves Lambert, l'ancien leader de la Bottine Souriante, qui reprenait encore récemment en spectacle une mise en chanson de Mal au pays, tout ça. Mais tu sais, l'héritage qu'a laissé Godin dans la poésie, dans la littérature, en tout cas pour moi, il a autorisé un certain langage. C'est ça que j'essaie d'expliquer à mes étudiants, là. T'sais, on écoute ça en 2025, Gérald Godin à la Nuit de la poésie qui blasphème sur une scène en 1970.
Blasphémer sur une scène en 1970, c'est pas blasphémer sur une scène en 2025. Aujourd'hui, on voit des gens dans l'espace public qui blasphèment à la télé, dans des entrevues, partout. C'est rendu banal. Je pourrais lâcher un petit blasphème ici. Je pense que personne se jetterait par les fenêtres. Sortant du passé religieux du Québec, on est à peine en 1970. C'est dire ces mots-là, ces mots crus, puis pas juste les blasphèmes, hein, les expressions à connotation religieuse, sexuelle, pardon, vulgaire, plus les, c'est Godin avec peut-être un Plume la Traverse en chanson, avec peut-être autorisé un langage cru et vulgaire qui pouvait pas être présent avant dans l'espace public. Donc, il y a là certainement un héritage, c'est un pionnier de ce point de vue-là. Sinon, ben, je sais pas, tu sais, chez Loco Locas que tu connais bien, tu sais, il y a sans doute une certaine influence de Godin à quelque part qui s'est fait ressentir, mais c'est une bonne question, c'est une bonne question. On pourrait le voir, puis là, à moins que ma mémoire fasse défaut, là, c'est des choses qui arrivent, j'ai pas vu chez le Colocast de référent à Godin direct, parce qu'ils en font beaucoup de référents directs, mais tu as tout à fait raison de dire que en termes de langage, d'engagement, d'intérêt aussi de main tendue vers le public, il y a ça que je Moi, sens une je verrais pas présence. effectivement de référence directe à Loco Locas, mais le Oui. simple fait d'avoir une poésie indépendantiste révolutionnaire, tu sais, il y a une Oui, filiation, veut pas, en ce qui me concerne. absolument, absolument. Ouais. Il était 43, mais déjà, il reste une quinzaine de minutes environ. Donc, j'aurais envie qu'on lance l'appel, pas l'appel, un appel de questions. Rappelle les questions. Je lance un appel de questions. J'ouvre la période de questions. Vous pouvez utiliser la petite main virtuelle si vous voulez que je puisse vous donner la parole ou si vous préférez l'écrire dans le fil de conversation, mais ça serait beaucoup plus simple en fait que vous leviez la main parce que j'ai de la difficulté à faire deux choses en même temps, animer et lire. Alors, Jean-François Vallée, bonjour. Oui, bonjour. Félicitations pour la belle organisation. Je viens de prendre conscience que ça existait, alors je vais essayer d'être là plus souvent. Bonjour à Pierre-Luc et à Jonathan, là, qu'on se connaît personnellement pour avoir frayé dans des eaux parallèles. Alors, moi, ça serait plus une suggestion peut-être de ce que je fais moi quand j'enseigne cette période-là. Peut-être que ça pourrait inspirer d'autres. Ce qui est intéressant avec la figure de Godin, c'est qu'il écrivait dans Parti pris. Et très accessoirement, puis du bout des lèvres, puis très rarement dans Liberté. Parce que Liberté était déjà trop peut-être centriste, là. Alors, c'est intéressant dans les années 60 de prendre les trois grandes revues Cité libre, plus, ben, c'est quand même progressiste, mais plus fédéraliste. On a du côté donc de Liberté, plus centre-gauche, puis après ça, on a Parti pris qui est vraiment plus à gauche. Et c'est intéressant d'en profiter pour voir que le paysage idéologique québécois entre dans l'éventail indépendantiste fédéraliste, là, ici se retrouve dans les revues et où se positionne Godin là-dedans, lui. Il écrit dans la revue de ses partis pris, il y a pas, liberté, c'est plus évanescent comme terme, tu sais, ça peut être à la limite un idéal vaporeux, tu sais, la liberté, mais parti pris, il y a pas, c'est concret, là, tu sais, je prends parti et je fonce dans le tas. Donc, c'est quand même intéressant d'en profiter pour parler de ces revues-là qui aujourd'hui Parti pris n'existe plus. Ça a duré seulement de 63 à 68. Et par contre, Liberté existe encore, mais est encore moins engagée, si on veut, politiquement qu'elle l'était dans les années 60. Là, c'est devenu plus, peut-être moins intense comme engagement. Là. Voilà. Je voulais simplement mentionner ça. Puis je trouve que dans ses textes, dans Parti pris, justement, il est un vrai pamphlétaire. Et comme disait Pierre Falardeau, c'est rare les pamphlétaires au Québec qui ont une grande gueule. Hein. Ça fait un peu 19e siècle, ça fait un peu Arthur Buis. Mais on en a plusieurs. Puis il faut les positionner. À la limite, si on apporte un étudiant vers la revue Parti pris, ben, un peu comme Pierre-Luc avait eu sa révélation par une liste de Pierre Falardeau, ben, il peut être tenté d'aller voir après ça tous les collaborateurs à la revue Parti pris et aller lire leurs essais publiés sous forme de livres là, par la suite. Voilà. Tu sais, Jean-François, c'est intéressant comme Un plaisir. suggestion. Un plaisir. Mé- Mélanie? Mélanie, bonjour Mélanie.
J'en profite pour te saluer au passage. Oui, on n'a fait que se croiser. Donc, je suis prof au Cégep de Saint-Jérôme. C'était la première session cet hiver où j'avais mis les cantos que j'avais déjà fait lire L'Homme rapaillé avec ma collègue Marie, qui est là aussi, il y a quelques années. Puis là, j'avais envie parce que, bon, Miron, c'était difficile d'accès pour plusieurs étudiants là, du côté de la langue. Puis là, je me suis dit peut-être que par la langue parlée du Joie, ça va être un petit peu plus facile à aborder, mais ça reste quand même un obstacle, comme on l'a nommé. Mais anticipant ça, puis vous l'avez abordé tantôt, là, comment on les fait accéder à cette langue-là qui n'est plus la leur en 2025. Ben moi, j'ai pris le temps de passer quelques séances sur des extraits de Michel Tremblay, là, un peu, je pense que Pierre-Luc Bégin avait abordé des textes en écho. Là, donc, avant de lire Godin, pardon, on étudie, par exemple, là, le fameux monologue de Léopold dans Toi pour toujours ta Marie-Lou. On essaie de voir, de comprendre la situation de ce personnage-là. Donc, quand ça passe par le théâtre, par un personnage, par l'incarnation de c'est quoi être aliéné, c'est quoi être exploité, puis là, tous les thèmes de Godin sont déjà là, avec un extrait des Belles-Sœurs aussi. Puis là, on peut commencer à placer le joual aussi. Ils se sentent un petit peu plus confortables après d'aborder dans la poésie, là, de voir en tout cas du moins les mêmes thèmes revenir, mais sous une autre forme. Là. Fait que ça aussi, c'était une façon d'aller les initier parce que ça les intimide un peu la poésie, en effet. C'est intéressant. Puis, tu sais, Godin a souvent cette étiquette-là de l'avoir mis de l'avant davantage dans la poésie, mais Michel Tremblay, évidemment, il le fait au théâtre, donc de montrer que ça cohabite, puis ça apparaît à peu près en même temps, c'est intéressant. D'autres personnes qui l'ont enseigné ou qui... Ben oui, absolument. On a des gens ici aussi. Est-ce que les gens en ligne nous entendent? Ils vous voient même. Ouais, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça me fait réfléchir à tellement plein d'égards ce que vous avez dit. Là. Moi, j'ai une expérience d'enseignement des cantos qui est assez particulière parce que je l'ai enseigné dans des contextes qui n'ont absolument rien à voir. Au Manitoba, français. Enseigner les cantos, c'est toute une expérience parce que ça va complètement à l'envers de ce qu'on attend au Québec. L'horizon d'attente n'est pas du tout le même. C'est-à-dire qu'il y a un paquet de termes qu'ils utilisent encore. Donc, c'est là que c'est complètement bouleversant comme expérience d'enseignement parce que tout le travail auquel, par exemple, je m'étais astreint au Cégep Marie-Victorin, dans Montréal-Nord. Là, je devais faire le travail dont vous avez parlé, essayer de faire finalement une médiation assez fastidieuse, merci, souvent qui ne donnait pas tellement de résultats. Quand on est dans l'Ouest canadien, c'est le contraire, ils sont encore là-dedans, il n'y a pas eu de révolution tranquille. Donc, c'est très, très frappant. Donc, juste, c'est la question du sac que tu as soulevé, Pierre-Luc. Une des façons, moi, de faire comprendre ça, c'est d'essayer de, par exemple, dans la chasse-galerie d'Honoré Beaugrand, essayer quelle est la valeur d'un sac? Je leur cite, puis souvent, je leur mets en document joint une étude psychologique qui a été faite. C'est prouvé. Quand on s'accroche le petit orteil sur le coin d'un bahut, puis qu'on se met à sacrer bien comme il faut, on le sait, ça marche. C'est d'un antidouleur réel. Ça marche. Un sac bien placé comme Baptiste dans la chasse-galerie, ça fait en sorte qu'on a moins mal. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on se met à sacrer en 2025, comme tu le disais, ça n'a plus la même valeur comme dans Mal au pays. La valeur du sacre n'est plus aussi puissante. Elle n'a plus un effet incantatoire. Elle n'a plus un effet carrément, j'ose le mot, là, magique. Hein, une dimension spirituelle. Fait que c'est ça les problèmes. Juste, je pose une hypothèse. Culture première, culture seconde de Fernand Dumont. Ça se peut-tu qu'on a tous les problèmes d'enseignement qu'on a de ces œuvres-là? C'est un peu la même chose quand on passe Pierre Perrault, des extraits, puis on voit des vieux pas de danse s'exprimer magnifiquement, tu sais, mais c'est loin d'eux tellement qu'on se dit que leur culture première n'est plus celle-là. C'est tellement paradoxal ce qu'on en fait comme chemin, c'est-à-dire que cette ancienne culture première est devenue accessible par une culture savante qu'ils apprennent à l'école. Donc, c'est tellement, c'est contre-intuitif totalement comme chemin
On était obligé de leur passer des vidéos de comment on parlait dans les campagnes jadis pour qu'ils puissent comprendre. Puis juste, je termine là-dessus. À Drummondville, moi, j'ai eu, les premières années que j'enseignais là, les gens de la ferme des voltigeurs dans mes cours qui me disaient, je comprends pas. Moi, j'étais sûr, j'étais là, comprendre, c'est sûr. Non, non, les fermes sont tellement rendues sophistiquées, j'ai envie de ton Olivier, finalement, c'est à l'ancienne, mais tu sais, aujourd'hui, c'est tellement mécanisé, les fermes, tout ça, que toute cette culture-là est partie, ou en tout cas, il en reste des lambeaux, là, ici et là. Je pense que est-ce que c'est pas ça, la difficulté, là? C'est une culture seconde qui tente un retour à une culture première qui est artificielle, en réalité. C'est ça ton problème. Oui, ouais, c'est intéressant. Ouais, t'as pas tort, puis ça rejoint des fois des pensées pessimistes que je peux avoir sur le fait que ben, nos étudiants n'ont pas beaucoup de référents culturels québécois, point, là. Donc, ils arrivent dans nos classes, très peu de connaissances sur l'histoire du Québec, consomment peu de chansons québécoises, voient très peu de films québécois, en dehors de l'école, lisent-ils des livres québécois. Donc, effectivement, tu sais, puis même tout ce qui concerne la culture traditionnelle québécoise, canadienne, française, il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas transmises. Cette langue-là ne s'est pas transmise tellement. Donc, mais en même temps, c'est ça, là, tu sais, notre devoir d'enseignant aussi, c'est peut-être de faire en sorte que ça ne disparaisse pas complètement non plus. C'est peut-être un peu triste de voir ça, tu sais, comme tantôt on parlait, quel est l'héritage de Godin? J'ai de la misère à le voir, tout ça. La question que je me pose, c'est va-t-on encore parler de Godin dans 50 ans, 100 ans, 150 ans? Pas capable de dire un oui absolu, là, parce que je sais pas ce que sera la culture québécoise dans 50, 100 ans, 150 ans. Désolé d'amener des inquiétudes, disons ça comme ça, là. Peut-être des solutions politiques, hein, je sais En pas. même temps, est-ce que c'est pas le propre d'une culture d'évoluer, de se transformer, d'aller ailleurs, de voir autre chose? Tu sais, c'est normal qu'ils aient une distance par rapport à cette culture-là que nous, on n'a pas. On est le véhicule pour les y amener, évidemment, là, en l'enseignant dans nos cours, mais je sais pas, je ne trouve pas que c'est nécessairement négatif de voir qu'ils en sont de plus en plus éloignés. Je pense que c'est juste normal. Ils vont avoir eux-mêmes la construction d'un nouveau système de référents culturels parce que la culture a bougé. Ben, nous, on voit qu'est-ce qui va être charrié dans le lot et qui va rester ou pas, mais je trouve que c'est bien qu'on l'enseigne maintenant. Je trouve que c'est super parce que nous, on a encore une distance assez proche pour être capable d'en faire des échos aujourd'hui. Puis éventuellement, ce sera autre chose, puis il restera autre chose, puis il y aura quelqu'un d'autre, puis il y aura d'autres poètes, puis il y aura d'autres façons d'enseigner la langue, puis de parler de cette histoire-là aussi. Moi, je sais pas, je trouve pas que c'est nécessairement quelque chose qui est malheureux et dramatique, là, que cette distance-là existe. C'est normal qu'elle existe, je pense, c'est normal. On remplit un peu le fossé en parlant, comme on remplit le fossé en parlant de plein d'autres affaires qu'ils ne connaissent pas de la vie. Tu sais. Moi, j'essaie toujours de m'imaginer quand j'enseigne mes élèves, pardon, peut-être ma douceur, je ne suis pas poussée aussi jeune. Est-ce qu'à distance, vous entendez bien l'intervention de Catherine? Oui, OK, merci. Juste manquer la fin. J'essaie toujours de m'imaginer, moi, quand j'avais 17 ans, quand j'avais 18 ans, 19 ans, qu'est-ce que je savais de ce qu'on m'enseignait à l'école? Ben, je savais rien. Tu sais, c'est à ça qu'on sert, en fait. Fait qu'il ne faut pas s'étonner qu'ils ne les aient pas, ces connaissances-là. On est là pour être le passeur, les passeuses. Fait que, tu sais, au même âge, j'en ai pas tant que ça, des référents. Puis d'autant plus que le monde dans lequel je vis aujourd'hui, ben, est 1000 fois plus large que celui que moi j'avais. Donc, moi, j'en avais vu des textes québécois parce que mon seul accès, c'était une bibliothèque en papier. Ben, eux, leur référence, leur univers de référence est 1000 fois plus large. Donc, c'est normal qu'il y ait plus de trous, je pense. Je ne sais pas si c'est ce que je veux dire. Fait que, moi, je sais pas, je m'en désole pas. Je trouve ça le fun qu'on le fasse, en fait. Qu'on continue à le faire pour remplir ces aspects-là. Il ne faut pas s'en désoler. C'est vivant, une culture, tout comme une langue, d'ailleurs. Ouais. Tout comme la langue. Ils ne la connaissent pas, cette langue-là, parce qu'elle a changé, la langue, aujourd'hui. Elle s'est transformée. Pour le bien, pour le mal, après, on peut en juger, mais c'est quelque chose de vivant. C'est un outil social qui se transforme, qui bouge. Je ne suis pas en désaccord avec vous que si on parle de distance, c'est normal qu'il y ait une distance, on évolue, c'est très bien. Mais lorsqu'il y a une perte, tu sais, je sais pas, là, moi, il y a des choses qui m'attristent un peu des fois dans mes classes, quand je leur demande, savez-vous qui est Félix Leclerc? Il y en a 2 qui le savent. Puis là, je me dis, j'ai pas le temps de voir Félix. Là, ils vont compléter le cégep, aller faire leur vie. Félix Leclerc ne sera
pas une référence et ne sera peut-être plus une référence. Peut-être que dans 20 ans, à part d'être un nom qui flotte, ça sera plus une référence pour personne. Je trouve qu'il y a là quand même une perte qui n'est pas très réjouissante, là. Moi, c'est dans ce sens-là que Félix Leclerc, si on l'aborde, ils ne se reconnaissent pas dans cette époque, tout ça, puis qu'il y a cette distance-là dont vous parlez, OK, mais sortir du cégep puis aller faire sa vie sans connaître Vigneault, Leclerc, Miron, tout ça, cette perte-là, c'est ça qui Mais c'est m'inquiète, qu'à un ça qui moment donné, m'inquiète, dans là. c'est d'autres aussi avec lesquels ils repartent dans leur bagage. C'est ça que je veux dire. C'est normal qu'il y en ait qu'on laisse en arrière. C'est sûr. Tu sais, je suis d'accord Ouais. que moi non plus, je ne voudrais pas qu'on le perde, Félix, puis je ne voudrais pas qu'on perde Godin non plus, mais on ne peut pas tout charrier d'une génération à l'autre constamment, tout garder. Fait qu'il y a des petits morceaux qui tombent pour qu'il y en ait d'autres qui remplissent leur valise. En fait, c'est ça que je voulais dire quand je dis la culture elle se transforme, elle bouge, mais elle continue à s'enrichir d'autres choses, de nouveaux noms, de nouveaux poètes, de nouveaux auteurs, de nouvelles autrices aussi, surtout, de nouvelles autrices qui prennent plus de place, je trouve, dans nos parcours que certains hommes. C'est une histoire passée sur laquelle on a mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Les grands deuils de l'enseignement. On pourrait faire une journée d'études là-dessus, ça serait intéressant. Je vois que Mélissa Meilleur, vous avez la main levée. Oui, bonjour. Donc, je vais un peu ailleurs que cette discussion-là. Moi, c'est vraiment pour plus une approche pédagogique. J'ai peut-être une petite question. Donc, j'aimerais ça intégrer Gérald Godin dans mon cours. Je sais que ça a l'air d'être quand même beaucoup de choses à mettre en place. Donc, je ne sais pas si vous avez parlé de création littéraire, de comparaison avec d'autres textes, etc. Mais est-ce que vous ou peu importe qui dans l'Assemblée avait essayé de recréer une espèce de nuit de poésie ou bien tu sais, de faire, de mettre la poésie finalement en parole? Parce que moi, souvent, j'enseigne en contexte virtuel. Donc, avec toute la question de l'intelligence artificielle, tout ça, ça devient difficile pour les choses qui sont écrites. Donc, des fois, je me dis, amener un peu d'oral. euh, dans les cours pour être pertinent. Puis, pour peut-être Jonathan, donc j'ai été une de tes étudiantes d'ailleurs il y a quelques Ouais, temps. Et je te dirais que là, c'est là que tu vois que Gérald Golan il m'est rentré dedans parce que je l'ai lu dans ma tête. Puis j'avais détesté. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est un peu la même chose, on a dit tantôt, pourquoi ça a été publié, tout ça. Je me pose la question. Puis je suis arrivée dans un des cours de Jonathan, je sais pas si tu nous l'avais fait lire ou pas, mais on l'a lu c'est justement. l'intro. Comment? C'est cours d'intro, ça? Ou, Oui, exactement, à littérature québécoise, c'est ça. Donc, on l'avait lu, je pense, en tout cas, à haute voix. Puis là, ça avait tout changé. Puis là, Gérald Godin, c'est comme si je veux l'intégrer dans mon parcours. Mais côté oral, tu sais, on parle beaucoup justement de l'âge de la parole, des années 60, 70, etc. Donc, voilà. Fait que s'il y a quelqu'un qui a déjà essayé ça ou si ça a eu une bonne réception aussi chez les étudiants et les étudiantes, finalement. Ben, Voici. c'est vrai que l'oralité, oui, ça me fait penser à ces cours-là où, effectivement, après coup, je leur disais, ben, on va lire un extrait, on va lire un cantouk. Et peut-être que là, ils voyaient des choses, effectivement, qu'à la lecture, puis c'est normal, parce qu'on passe, puis à un moment donné, ben, ça ne nous accroche pas nécessairement, donc on passe, on passe, on passe. Alors qu'avec la parole, oui, c'est intéressant, ça. Effectivement, cette oralité, c'est ce rythme aussi qu'on peut retrouver Ouais. chez Godin, qui est important. Oui, très bonne remarque. Puis Mais lui j'ai qui faisait du porte-à-porte aussi, tu sais, Ah oui. c'est dans son côté politique aussi, la parole, etc. Donc, Ouais, c'est tout à fait juste, ouais. Mais j'ai pas d'autre façon de faire pour intégrer le groupe. Ouais. oui, Non, ça me fait penser qu'effectivement, tu sais, ces hommes et ces femmes-là étaient des hommes et des femmes de parole, puis d'entendre, tu sais, Speak White, le lire, puis Speak White, l'entendre, c'est deux choses. Même chose pour Miron. Entendre Miron lui-même réciter sa poésie, c'était quand même quelque chose, si vous avez déjà entendu, avec l'harmonica et tout, là, c'est spécial. Puis nous-mêmes en classe, ben, en tout cas, moi, je lis à haute voix avec mes étudiants, je fais lire mes étudiants, on essaie de se mettre ces mots-là en bouche, ça me semble très, très pertinent, oui. Je ne l'ai pas expérimenté non plus, mais merci de préciser ça. Ça vaut la peine de se le rappeler qu'il faut le lire à voix haute. Il faut l'entendre. j'avais ma collègue Josiane, mais je sais pas si elle voulait répondre ou... Non, ok, là, c'était une autre question. Il est Parfait. déjà midi Oui, une, donc je ne veux pas non plus s'il y a plein de questions, mais Josiane, on va prendre l'intervention, puis
sans retenir personne, là. Bonjour, Josiane. Bonjour, je suis aux îles de la Madeleine, puis je voulais juste amener un éclairage un peu différent. Moi, je fais partie un peu des traditionnels des cours de littérature. J'enseigne toujours la dissertation, fait que je suis pas dans la création, mais ma nouvelle collègue toute jeune va peut-être m'amener ailleurs à réenvisager peut-être la création. Mais pour ma part, moi, je suis vraiment contente ce matin là, parce que ça m'amène. Puis là, je vivais un peu mon affaire un peu tout seul. Moi, je donne des lectures comme ça, un peu marginales. Je sais que des gens le font, mais dans le réseau, on est beaucoup des fois portés vers le théâtre. Puis, ce que je voulais mentionner, c'est que faut quand même être conscient que la poésie, c'est pas facile à aborder pour les jeunes, puis c'est pas facile, point. Puis je trouve que pour moi, ces périodes-là et des auteurs comme Gérald Godin, ça a été la façon la plus, en tout cas, la plus simple ou en tout cas de briser un peu l'hermétisme de la poésie. Parce que quand on enseigne les cours comme 101, 102, c'est pas facile, le Baudelaire, tout ça, et à enseigner et à corriger. Les étudiants se sont pas outillés du tout pour analyser puis commenter des mots comme ça. Alors, en allant avec de la poésie écrite en joual, pour moi, ça a été une belle porte d'entrée. Puis j'ajoute un petit éclairage proprement Madelino, qui est aussi, je dis Madelino, mais notamment dans les cours, on enseigne beaucoup Michel Tremblay, tout ça. Puis moi, je me posais la question, comme ancienne étudiante, pourquoi je le filais? Moi, je lis un extrait comme tout le monde, là, d'À toi pour toujours, ta Marie-Lou, mais c'est pas quelque chose que je sens tant que ça. Puis quand j'ai réussi à nommer que le joual de l'Est de Montréal, pour nous qui sommes hybrides, acadiens et québécois, ça fait moins écho. Puis j'ai retrouvé dans la poésie quelque chose qui me rejoignait plus. Puis je crois que pour les étudiants, un extrait de Tremblay, tout ça, on reconnaît sa valeur, mais ça nous amène après ça à aller ailleurs. Puis ça fait que vraiment la poésie nous a permis ça. Puis le joual est plus facile et je vois chez mes étudiants une capacité à analyser davantage cette poésie-là en dissertation. J'étais de Gérald Godin, puis je vais plus loin. Là, je suis rendue. Je fais une petite parenthèse rapide pour dire qu'on dirait que la quarantaine me ramène une colère que j'avais dans le début de ma vingtaine. Puis là, c'est en train de me revenir. Les étudiants me l'ont mise au visage en disant, t'es-tu fâché? On dirait que t'aimes ça, la dénonciation, tout ça. Puis on a parlé tout à l'heure d'Yvon Deschamps. J'ai analysé des monologues. Je vais même jusqu'à Denis Vanier. Là, je commence à aller plus loin dans mon approche. Puis je regarde ce que je reçois comme résultat pour m'ajuster. Puis, je trouve que la poésie de Godin est celle qui, pour moi, est plus simple. On a comparé en début d'intervention souvent avec Miron, mais je souhaite même pas le faire parce que je trouve qu'il a quelque chose d'assez brut. Puis, je crois qu'en 2025, tranquillement, puis je termine là-dessus, là, mais on va vers une espèce de, en littérature, je ne vais pas vous le nommer comme je le sens, mais c'est un peu instinctif ou spontané. Il y a quelque chose, même si c'était réfléchi, il y a une apparence de garocher un petit peu des fois dans les textes. On dirait que c'est pas fini, il n'y a pas de vernis. Puis je trouve que les jeunes se reconnaissent de mieux en mieux là-dedans. En tout cas, on pourrait apporter une nuance, mais je pense qu'il y a un bel éclairage là-dessus. Puis ça me permet, en terminant, de faire un beau parallèle avec des Acadiens, comme notamment Gabriel Robichaud, que moi j'adorais et qui a joué le rôle de Godin dans la pièce de théâtre que je n'ai pas vue, où il jouait le rôle de Gérald Godin. Alors, ça nous fait un beau portrait, puis moi, mes étudiants aiment ça. J'ai fait analyser des poèmes, le recueil complet, des comparatifs avec la chanson, tout ça, puis j'ai quand même des bons résultats. Voilà. Merci, super intéressant. Alors, on s'organise une nuit de la poésie, c'est ce que je comprends. Ça serait mieux en personne, mais au pire, ça sera en ligne, mais on déclamera des poèmes ou des pastiches. Là, j'ai réussi à lire et écouter en même temps, mais il y a des gens qui suggèrent de déclamer leur propre pastiche si on fait faire ce genre d'écriture-là, ou pourquoi pas leur nouveau poème. J'ai même un étudiant, une fois, qui, son poème rapaillé a utilisé, bon, là, ces temps-ci, je suis très fâchée contre l'intelligence artificielle, mais il y a eu ce beau résultat-là de créer le cantouk des cantouks grâce à l'intelligence artificielle. Donc, il y avait Godin qui récitait ce nouveau poème créé. L'étudiant avait réussi à faire reproduire la voix de Godin. Donc, c'était quand même intéressant. Fait qu'il pourrait même lire le cantouk du Chiller avec la voix de Godin. Ça serait spécial, mais en tout cas, c'est ça. Voilà, on peut aller là si on veut inviter Godin à notre nuit de la poésie. En personne. Oui, c'est ça, on aura un hologramme dans 6 mois.
Je vous remercie à toutes les personnes ici présentes et là-bas aussi en ligne, d'aussi loin que les îles de la Madeleine, ou d'aussi près que les îles de la Madeleine, c'est selon où on se situe. Je vous fais remarquer que cette séance va être mise disponible en ligne dès qu'on aura le temps de faire ça. Donc, sur le site du LIREL, là, vous pourrez réécouter ou dire à vos collègues qui enseignent Godin de pouvoir réécouter l'enregistrement. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir pris le temps de nous partager votre expérience. Ça a été très enrichissant. Merci, pareillement. Merci. Je vous souhaite une belle fin de session à tout le monde. Puis, à la prochaine. Merci, au plaisir. Bye bye.